Alors, on a les chiffres, hein. C'est Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui nous l'a donné. Un peu plus de 50 milliards d'euros d'efforts budgétaires qui sont au programme du gouvernement Bayrou, dont, ce sont les chiffres donnés, on va évidemment les mettre, on va les questionner, 32 milliards d'euros d'économies budgétaires pour cette année et 21 milliards d'euros de hausse d'impôts. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Bonjour Mathieu Plane. Bonjour David. Bonjour Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Nous allons faire, je cite Amélie de Montchalin, un effort historique de baisse des dépenses publiques. J'ai le sentiment que ce genre de formule, on l'a déjà entendu par le passé, pas dans la bouche d'Amélie de Montchalin, mais de beaucoup de ministres qui sont passés par Bercy. Ça n'a pas toujours été suivi d'effet, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole. Hein. Oui. Alors c'est un peu la recette magique qu'on entend à chaque fois. La réduction de la dépense publique. Alors pourquoi? C'est parce qui d'ailleurs souvent n'est pas, qui est d'ailleurs souvent un freinage par rapport à une tendance. Hein. On va revenir là-dessus, mais effectivement les 30 milliards annoncés sur les 50 qui seraient liés à la dépense publique, c'est par rapport à un tendanciel. Donc c'est par rapport à l'évolution spontanée des dépenses publiques. Qui augmentent plus vite, mais qui vont augmenter moins vite, mais qui vont continuer à augmenter d'ailleurs. Mais qui augmentent plus vite que le PIB. Donc en fait, c'est pas la façon dont on calcule nous sur ce qu'on appelle l'effort budgétaire ou la consolidation budgétaire, qui est plus une référence par rapport à l'évolution du PIB potentiel. Alors c'est compliqué tout ça, mais quand on regarde... Il a perdu tout. Oui, mais parce que la Cour des comptes ou la Commission européenne, c'est comme ça qu'elle regarde. 30 milliards, c'est 30 milliards d'économie. C'est 30 milliards qu'on ne dépense pas. C'est pas 30 milliards de ponction sur l'économie comme on l'entend. C'est 30 milliards. Le problème que vous avez quand vous dites 30 milliards, c'est quel est le spontané de l'économie? C'est quoi le spontané de la dépense de santé des collectivités locales? Justement, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous mettez sur les collectivités locales? Plus vous gonflez le spontané, plus vous faites des économies. C'est-à-dire, si je ne fais rien, de combien évoluent les dépenses publiques et spécifiquement les dépenses sociales. Ça, on connaît un peu sur la santé, les retraites. Mais par exemple, sur d'autres sphères, notamment l'État ou les collectivités locales, c'est plus compliqué. Imaginons sur 2024, de combien ont augmenté les dépenses publiques? Alors, c'est une bonne année sur l'autre. Non, mais en gros, on doit mouiller d'une année sur l'autre. Pour faire plus simple, c'est qu'on considère que les dépenses publiques sont neutralisées si elles évoluent comme le PIB potentiel. En valeur. Le PIB potentiel, donc je vais perdre tout le monde. Disons que ça fait à peu près, voilà, donc, disons que ce soit 1,2, 1,3% en réel, vous rajoutez l'inflation, vous avez 3%. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire que si les dépenses publiques augmentent de 3% en valeur par an, il n'y a pas de dérive. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité des dépenses publiques dans le PIB potentiel. Sauf que nous, si ça augmente plus vite, ça veut dire que vous avez une expansion des dépenses publiques. Nous, ça c'est notre situation. Oui, c'est notre situation. Là, l'idée, c'est même de ramener juste au PIB potentiel, ça veut dire faire des économies. C'est pas comme ça qu'on l'entend, nous. L'effort structurel, l'impulsion budgétaire, c'est par rapport à un PIB potentiel. Donc, vous voyez déjà, le mode de calcul, il est très différent. Nous, on avait sorti une évaluation déjà sur les 60 milliards de Michel Barnier, qui disait qu'il y avait 40 milliards d'économies et 20 milliards de hausse d'impôts, en disant c'est 2 tiers qui portent sur la dépense publique et 1 tiers sur l'impôt. En fait, quand nous, on regardait les choses, d'abord, on arrivait plutôt à 45 milliards d'efforts structurels budgétaires, et dedans, il y avait plutôt 27 milliards. De Barnier, maintenant, on est... Oui, non, mais d'accord, mais, oui, mais le mode de calcul, il change beaucoup. C'est-à-dire que... Bon, là, sur 32 milliards d'euros, donc, 32 milliards d'euros d'économie, est-ce que c'est vrai 30 milliards par rapport au spontané. Oui, mais quand elle dit, la ministre des Comptes publics, que ça sera un effort historique d'économie sur la dépense publique. Elle a dit de baisse des dépenses publiques. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un effort historique. Je pense qu'effectivement, ça reste... S'il est réalisé. Surtout sur la sphère des dépenses de l'État. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on est dans les 30 milliards. Si je comprends bien les choses, alors elles peuvent bouger encore, mais 23 milliards proviendraient des dépenses, des économies de l'État. C'est-à-dire que la sphère des dépenses sociales et des collectivités locales est mis peu à contribution. Donc c'est un effort effectivement historique du côté de l'État. Je rappelle juste quelque chose, alors je donne beaucoup de chiffres et qui ne sont pas forcément très, très audibles, mais c'est important. La dépense publique, ça comprend l'État, les collectivités locales et les dépenses de protection sociale. L'État, c'est 35% de la dépense publique. Donc c'est-à-dire que pratiquement 2 tiers de la dépense publique, ce n'est pas l'État. Là, on va faire porter les économies, donc 23 milliards sur 30. Aux 2 tiers. Donc aux 2 tiers sur 1 tiers. Donc c'est là où ça devient historique, parce qu'on voit pourquoi. Sur l'État. Sur l'État, la dépense sociale est peu touchée parce qu'on revient sur ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire qu'il y avait des économies, notamment... c'est l'objectif de croissance-dépenses de l'assurance maladie. Rappelons ce qu'il y avait dans notamment dans le PLFSS, c'était que... Projet de loi de finances. Voilà, c'est qu'il y avait des économies
du côté de la santé, avec une franchise médicale, les indemnités journalières, le déremboursement de certains médicaments. Alors, il y a plus, Donc ça y est plus, ça. Ouais, ça a sauté. Donc forcément, la dépense santé va augmenter plus vite que ce qui était prévu. Ouais. Les retraites devaient être désindexées. Elles ne le sont plus, elles sont indexées. Ça, c'était des gros montants. Hein. Ouais. Je rappelle juste, sur les désindexations des retraites, c'est 4 milliards qui étaient attendus. Sur les économies de santé, c'est à peu près l'équivalent. Donc déjà, il n'y a plus ça. Donc ça veut dire que tous les économies qui étaient attendues du côté de la santé, pardon, pas de la santé, mais de la sphère sociale, il faut les faire ailleurs et donc du coup, il ne reste plus que l'État. Sur les 32 milliards d'euros d'économies, Mathieu, qu'est-ce qui est déjà identifié? Moi, j'ai vu 2,2 milliards sur les collectivités et 2 milliards sur les agences de l'État. Il faudra déjà rappeler 3 milliards, je crois, les agences. Il faut rappeler en 2 secondes les agences de l'État, les opérateurs de l'État, parce qu'il y a le CNRS. Vous avez beaucoup de choses. Il y a plein de trucs sur lesquels... Oui, il y a Météo France, je crois, par exemple. Vous avez beaucoup d'agences, en fait, qui sont financées par l'État, mais qui ne sont pas dans l'État central. Ouais. Je crois que ça représente pas loin de... 80 milliards d'euros. Moi, je suis un peu moins que ça, mais bon, voilà, c'est quand même... Et 5% de baisse de leur budget. 5% de leur budget. Ça ferait plutôt 4-5%. Oui, mais donc c'est pour ça. Mais j'avais plutôt 60 milliards, moi, c'est pour ça. Mais bon... ça fait 2-3 milliards d'euros, quoi. On fait 2-3 milliards d'euros. Et on n'arrive pas à 32 milliards, Coco. Non, Coco, on n'arrive pas à 32 milliards. Mais surtout, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà 15 milliards qui étaient prévus, déjà sous Attal, en fait, de gel des dépenses et des crédits des ministères. C'était le deuxième Premier ministre de 2020. Voilà, et ça a été déjà dans les débats d'orientation budgétaire, il y avait des éléments de gel de crédit. À ça se rajouterait 5 milliards, en fait, qui étaient déjà prévus, dont 2,5 milliards qui seraient liés à la loi spéciale. Apparemment, la loi spéciale, donc tout ça est très technique, mais la loi spéciale, c'est celle qui a été votée pour passer, j'allais dire, du 31 décembre au 1er janvier, et qui fait qu'en fait, il y a une forme de gel des dépenses. Le compte y est ou pas? 32 milliards d'économies. J'attends de voir. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas d'éléments. On dit juste des chiffres comme ça, très élevés. Mais où est-ce qu'on les trouve concrètement et quels effets ça a? C'est ma question. Voilà, quels effets ça a? Non, mais parce qu'on dit, par exemple, on dit on ne touche pas à l'emploi public. Donc on ne touche pas à la masse salariale. Ouais. L'indice de fonction publique, il n'y a pas beaucoup d'inflation, on ne s'attendait pas de revalorisation de toute façon. Il n'y a pas de suppression de poste. Il n'y a pas de suppression de poste. Donc, c'est où, en fait, que les économies, parce que si c'est historique, où est-ce qu'on les fait, quoi? Donc on ne sait pas. Non. Alors par contre, il y a certaines choses qui sont un peu dans le viseur, par exemple l'apprentissage, certaines dépenses, par exemple la prime rénov', la formation professionnelle, certaines aides aux entreprises, les bonus-malus, il y a des choses comme ça. Mais on ne sait pas pour l'instant. Voilà, on ne sait pas. Donc en fait, on va avoir des économies fortes dans certains ministères, mais on ne sait pas comment ça va se déployer. À partir du moment où vous ne touchez pas la masse salariale, c'est sur quels éléments vous allez jouer pour vous ajuster. Bon, les 2 jours de carence supplémentaires sur les arrêts maladie devraient passer à la trappe. Ça, on l'a fait aussi. Ouais. C'est des économies qu'on n'aura pas. Maintenant, côté fiscalité, donc on nous parle de 21 milliards d'euros. François Bayrou. Je peux dire juste quelque chose avant, c'est que les collectivités locales devaient être soumises aussi à des économies beaucoup plus fortes. 2,2, j'ai dit 2,2. Oui, mais c'était 5 milliards initialement. Donc c'est pareil, il y a une relâche qui est beaucoup plus forte sur les collectivités locales et sur la sécurité sociale. 2 milliards et quelques, c'était le montant d'économie prévu à l'époque déjà chez Michel Barnier en fin de discussion. En fin de discussion, oui. Après, effectivement. Donc côté fiscalité, on commence à en savoir un petit peu plus. On sait déjà qu'il y aura, et ça nous concerne tous, alors là pour le coup un petit peu moins, surtaxe sur les entreprises. Sur les grandes entreprises, cette année, on aura bien 8 milliards d'euros. Oui, c'est ce qui est annoncé. C'est, on dirait, la principale contribution aux hausses de prélèvement, donc des 20 milliards. Donc on a 40% qui viendraient de cette contribution exceptionnelle. Sur les grandes entreprises. Sur les grandes entreprises. Je crois que ça concerne à peu près 450 entreprises qui auraient une surtaxe, en fait, une forme de surtaxe d'impôt sur les sociétés. C'est beaucoup d'argent. Ouais. C'est sur une année ou ça... Voilà. Alors d'abord, il y a 2 choses. Il y a la première, c'est est-ce que ça rapportera 8 milliards? Certains contestent le chiffre. Pourquoi? Parce que par les mécanismes, y compris d'optimisation, c'est pas si évident que ça de récupérer 8 milliards. Okay. Donc parce que c'est des grosses boîtes et que donc voilà, le bénéfice fiscal peut être un peu fluctuant. Donc c'est le premier point. 8 milliards, c'est beaucoup. Et deuxième point que vous soulevez, qui est quand même essentiel, c'est que si c'est exceptionnel, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? C'est-à-dire que juste, il faut rappeler ça aussi. Notre trajectoire de redressement des comptes publics, ce n'est pas un an. L'objectif, c'est de revenir à 3% en 2029. 3%, on est à 6, 3 on est à 6,1, donc à peu près 80 milliards. 90, 100 milliards d'efforts budgétaires structurels. Ça, c'est colossal, ça. À trouver. Et donc, c'est un effort permanent, en fait. Le problème, c'est que quand vous faites une mesure exceptionnelle,
l'année d'après, elle s'arrête, et donc il faut compenser. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les 8 milliards des grandes entreprises, il faudra trouver ailleurs. Et à la fin, il faut que ça fasse 100 sur 5 ans. Pas en cumulé. À la fin, en 2029, il faut qu'il y ait 100 milliards de plus chaque année. Ah oui, mais vous avez raison. Oui, parce que sinon, vous enlevez, il suffit de faire une fois et ça c'est fini. Non. Donc il y a une montée en charge normalement progressive. Et là, on ne la voit pas du tout, la montée en charge, parce qu'on dit que c'est des mesures exceptionnelles qui permettent de récupérer pas mal d'argent, mais qui ne sont pas reconduites. Donc si elles ne sont pas reconduites, il faudra compenser l'année d'après. Bon, il y a la taxe sur les transactions financières. Elle est à 0,3%. Elle serait augmentée, cela vous fait tousser, de 0,4 points. Ça rapporte beaucoup, ça. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, c'est quelques centaines de millions. Ouais, bon, okay. C'est pas rien. Voilà, ça fait partie du package qui était déjà sur la table. Effectivement, ça a été augmenté. Donc, c'est à cibler plutôt donc les transactions financières, donc plutôt les hauts revenus hein, qui ont plus. Même qui auront une contribution de 0,5% voilà. Sur leur patrimoine financier, hors outil de travail des plus gros patrimoines, avec 2 milliards d'euros de recettes fiscales à la clé. Oui. Je me suis dit, mais qui sera concerné? Alors, on parle de 25 000 ménages. Parce qu'on parle d'une taxe anti-optimisation pour les hauts patrimoines. C'est ce qu'a dit François Bayrou. Ce sont les mots de François Bayrou. Oui. Alors, il y a plusieurs éléments hein, dans le débat. Il y a effectivement ces 2 milliards qui étaient liés à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui visait justement à mettre un taux d'imposition minimum. De 20%. De 20%. Rappelons juste pourquoi. Hein, c'est que si vous n'avez que des revenus financiers aujourd'hui et que vous n'avez pas de revenus du travail, vous êtes soumis à la flat tax. La flat tax, c'est 30% de prélèvements. Dont 12. Voilà, à peu près 17%, c'est des prélèvements sociaux et un peu moins de 13. Alors, c'est 12, je ne sais plus, 12,8 qui sont l'impôt sur le revenu. Donc, faire un taux d'imposition à 20% minimum, ça revient à remonter la flat tax, en fait. De 8 points, de 7 points. De la monter à 30, à 37. Et donc ça, c'est terminé, ça? Bah non, c'est encore dans les... Parce que moi, je n'ai pas compris ce que c'est cette taxe, cette contribution de 0,5% sur le patrimoine. Non, mais alors ça, c'est en discussion. Il y a deux choses, hein, je crois. Il y a cette contribution exceptionnelle sur les revenus qui reviendrait à remonter la flat tax. Et puis, il y a effectivement cette taxation sur certains patrimoines. Mais j'avoue que les choses ne sont pas claires. Hein, à cet instant, ce n'est pas clair. Et puis, il y a tout le problème de la rétroactivité possible ou pas des éléments fiscaux. Donc, ça voudrait dire, par exemple, quand on parle de cette taxation exceptionnelle sur les hauts revenus, on parle de 25 000 foyers fiscaux. En France, je crois qu'on est à 40 millions de foyers fiscaux. Hein. Donc ça concerne même pas 0,1% des foyers fiscaux. Il y a le problème de la mise en place, parce que normalement, ça devrait être assis sur les revenus de 2024. Ouais. Or, du fait de la rétroactivité, vous n'avez pas la possibilité normalement de prendre des mesures cette année pour les revenus de l'année dernière. Voilà. Donc il faudrait mettre en place un système où les plus riches vont payer en anticipation. L'acompte. Un acompte, effectivement, un acompte, quitte à être remboursé derrière. Ouais, vous voyez le mécanisme fiscal pour les... Parce que ça veut dire encore que ce n'est pas quelque chose de permanent. Ouais. Donc là, on est vraiment un peu dans le bricolage fiscal, ce n'est pas extrêmement clair. Hein. Mathieu, dernier point, on disait que potentiellement pour les plus hauts patrimoines qui ont essentiellement des revenus financiers, ça équivaudrait ce taux minimal de 20% de remonter, enfin à remonter la flat tax de 7 points. Ouais. Et en même temps, la flat tax finalement ne sera pas augmentée pour tout le monde. Non. Bah non, oui, il y a eu ce débat-là. Donc elle resterait a priori à 30%. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu le débat de dire, est-ce que cette flat tax, on ne pourrait pas la monter de quelques points parce que ça rapporterait quelques centaines de millions, voire un peu plus, ça dépend de combien vous la remontez. Sachant qu'on n'est pas seul, Sachant qu'on dit qu'en général, à un point, je crois que c'est autour de 300 millions. Bon, voilà. Il y a des discussions autour de ça, et puis ça dépend comment les assiettes fiscales réagissent, etc. Parce que vous pouvez vous verser moins de dividendes du coup, etc. Mais effectivement, remonter la flat tax de façon assez mécanique et simple, ça touche tous les revenus financiers. Là, c'est juste les personnes qui seraient en dessous, enfin en tout cas qui auraient un taux d'imposition qui serait inférieur à 20%. Donc ça veut dire des gens qui seraient essentiellement avec des revenus financiers. Donc on voit que ce n'est pas effectivement les mêmes personnes qui sont concernées. En tout cas, voilà, tout ça vous fait tousser. Beaucoup. Et en même temps, c'est qu'on n'y voit pas très clair. On a des premières pistes, on voulait les mettre sur la table. On voit que ça pose beaucoup de questions. Et tout ça n'est pas encore arbitré. Non, tout ça n'est pas arbitré. Ça pose beaucoup de questions sur à la fois la méthode, les modalités, parce qu'on est quand même, on est mi-janvier. D'habitude, on a un budget à la fin de l'année précédente. Donc là, on est encore en discussion. Ça n'a pas été soumis à l'Assemblée. On ne sait pas si ça va être censuré ou pas. Donc il y a toute la problématique de quelles mesures, vraiment spécifiquement, vont être mises en place. Est-ce que ça va être censuré ou pas? Bien sûr, ça, c'est un point essentiel. Est-ce qu'il va y avoir des concessions entre-temps? Parce qu'il y a encore des discussions. Hein.
Est-ce qu'il y aura des concessions? des amendements, ouais. Il peut y avoir des amendements. Donc, on a du mal à se projeter à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez inédit, parce qu'on est à la fois dans une crise politique qui est majeure et aussi une crise budgétaire. C'est-à-dire qu'on a quand même ce déficit à plus de 6%. On a une prime de risque qui a eu tendance à augmenter ces derniers mois avec le spread. On a des agentations qui nous ont dégradé. Donc c'est vrai que c'est des conditions très particulières de négociation, quoi. Voilà, on en reparlera évidemment ensemble, notamment. Merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plain, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci David. Merci. Beaucoup.